C'est vraiment le loser de l'époque. Un méchant blondinet de pacotille qui a été intégré dans un jeu où chaque personnage surpuissant est une femme plantureuse, comme les rivales de Marvel avec cette Ninja Bab. Mais alors que dans Marvel, si tu as les boules moites, tu peux gagner. Ici, notre MC n'a presque aucune chance maintenant. On pourrait dire que c'est terrible parce que mon pote est tourmenté par cette servante, par cette princesse de glace, par cette fille qui se prend pour Kirito et qui, en théorie, est le vrai MC. Mais quand je dis tourmenté, je parle du bon et du meilleur. Ouais mon pote, tu sais, choisis ta pilule, l'osé de pacotille qui se prend pour un héros, méchant blondinet Chad qui se fait marcher dessus par maman la servante et qui ensuite passe à l'attrapage. Yo, mieux vaut s'arrêter là avant que la vidéo ne soit supprimée. Maintenant, malheureusement pour mon pote, il peut voir que dans le futur, il sera enfermé dans un donjon et deviendra le taureau mécanique d'une des filles, pour être vidé tous les jours. Je me sens tellement mal pour lui que je m'offrirais pour prendre sa place. Je suis un vrai héros. De plus, son père est parti à la guerre et a dit qu'à son retour dans un an, il valait mieux qu'il ait mis un bébé dans le ventre des servantes parce qu'ils ont besoin de nouveaux héritiers. C'est ce que j'appelle gérer une famille comme une entreprise. Et avec tout ça, notre garçon, qui est un peu faible comparé aux filles dingues de ce monde, doit survivre à la fureur du vrai MC qui est absurdement surpuissant. Peut-il y arriver? Peu importe, parce qu'on est là pour voir des femmes plantureuses. Allons-y. Tout commence dans le château, la demeure de la famille Campbell. Le personnage principal commence à se demander « Attends une seconde, Medius est-il mort dans un accident de voiture? Je veux dire, un accident de voiture. Ai-je voyagé dans le temps ou quelque chose comme ça? Cette décoration a l'air un peu européenne et ce visage dans le miroir. On dirait moi quand j'avais 17 ou 18 ans. Sauf que ça n'a aucun sens parce qu'il est beaucoup plus âgé maintenant. Il jette un autre coup d'œil, surprise et ouais, il était vraiment beau quand il était plus jeune avant de devenir un bordel de clochard en surpoids. Juste au moment où il arrive à la conclusion qu'il vieillit et qu'il a ce genre de rêve où tu te réincarnes juste parce que ta vie a mal tourné. Il prend un petit couteau et dit qu'il va devoir confirmer ça et le sang jaillit. Il dit que ce n'est qu'une petite coupure cependant. Ça fait un mal de chien et il doit lécher ses doigts en disant que ce truc est bien trop réel. Puis soudain, les souvenirs affluent en lui. Il s'est réincarné en Lune Campbell, un pauvre type qui a perdu tous ses titres, a fini par devenir un mendiant et a été abandonné par sa famille. Son père l'a même averti de ne jamais remettre les pieds sur leur terre, sinon il serait tué sans pitié. Apparemment, il a commis un crime terrible. Il met sa main sur son visage et dit « Putain, je pensais que c'était juste une coïncidence, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, j'ai transmigré dans le corps de ce type déficit mental, le méchant aux cheveux blonds qui n'était même pas une élite ou quoi que ce soit de ce genre. » Il avait l'habitude de lire cette histoire pendant longtemps. Elle s'appelait la protagoniste, la femme la plus forte de l'histoire. Et ouais, vous savez déjà ce qui va arriver juste avec le titre? C'est une histoire cliché. La seule différence, c'est que le personnage principal est une femme. Elle a une famille qui l'abandonne et ensuite elle part à l'aventure, développe ses compétences, tue des monstres et devient une héroïne. Au début du jeu, ce type blond, Lune Campbell, est l'un des premiers boss, envoyant un tas de gens pour essayer de la faire tomber. Mais elle finit par monter de niveau comme une folle. À la fin, son plan est ruiné. Il se fait virer du manoir, exilé et devient un mendiant. 20 chapitres plus tard, plus personne ne se souvient de son nom. Se réincarner, c'est génial, mais pas dans le corps d'un personnage qui n'est qu'un tremplin pour la croissance du protagoniste. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Il dit d'entrer et la servante entre dans la pièce en demandant ce qui s'est passé. Il dit que ce n'est rien de grave et elle lui dit que les vêtements pour le banquet de demain ont déjà été livrés. Il lui dit de le laisser tranquille. Mais à ce moment-là, elle remarque quelque chose d'étrange et lui demande s'il s'est blessé. Il dit que c'était juste un accident, rien d'inquiétant. Mais alors, 10 balles si vous devinez ce qu'elle fait ensuite. Ouais, elle s'agenouille et aide à nettoyer le sang. C'est vraiment une employée motivée, elle mérite vraiment une augmentation. Et elle lui demande même d'arrêter de se blesser comme ça. Le gars rougit comme un fou, pensant qu'il va définitivement se souvenir de ce moment. Puis elle tourne sur elle-même comme une toupie. Donc elle s'en va et lui dit de prendre soin de lui. Dès qu'elle ferme la porte, il est assis là, rougissant comme un idiot, marmonnant à quel point ce monde était parfait. Il se couvre le visage et gesticule de gauche à droite, totalement dépassé par le fait que Lune Campbell est une servante admirable. Évidemment, c'est un otaku désespéré. Pendant ce temps, la servante à l'extérieur de la pièce trouve bizarre qu'il ait dit merci. Bien sûr, il devait être un vrai crétin avant de se réincarner. Maintenant, notre gars se demande comment quelqu'un qui est né beau et dans une famille noble a fini avec une servante mignonne, mais a quand même pensé que c'était une bonne idée de provoquer la protagoniste.
La principale raison pour laquelle il a été exilé est apparemment parce qu'il a essayé de droguer la troisième princesse ou quelque chose comme ça. Mais maintenant qu'il sait comment ce chemin se termine, il a juste besoin de l'éviter complètement. Pour s'assurer qu'il conserve cette vie confortable, la première chose qu'il doit faire est d'être prudent avec cette cérémonie où tout le chaos commence. Puis ça le frappe. La servante aux cuisses épaisses a déjà apporté la tenue pour le banquet et a mentionné que ça se passe demain. À ce moment-là, le gars se roule dans son lit, appelant le système, déesse, grand-père, le moine. Et il ne lui donnerait même pas un cheat ou une sorte de power-up. Le problème, c'est que si le banquet est déjà demain, ça veut dire qu'il a déjà fait beaucoup de choses terribles à la protagoniste. Il espère juste qu'elle ne va pas exagérer en lui piétinant le visage ou quelque chose comme ça. Mais si elle le fait, il espère qu'elle porte des collants noirs et qu'elle prend son temps. Clairement, le gars a, des goûts raffinés. Mais maintenant, il s'est décidé. Demain, dès qu'il la verra, il va courir droit vers elle, tomber à genoux 3 fois et implorer son pardon. Soudain, quelque chose le frappe à la tête et il se retourne en criant pour savoir qui diable a fait ça. C'est alors qu'il voit un petit livre sur le lit. Il se demande immédiatement si le cheat est arrivé. Il le prend et dit, enfin, Dieu ne l'a pas abandonné. Il n'était pas destiné à être un loser pour toujours. Il est temps d'acquérir une connaissance infinie et de changer son destin de ses propres mains. Mais quand il ouvre le livre, il n'y a absolument rien à l'intérieur. Il commence à se demander, est-ce que ce truc a besoin d'une sorte d'activation spéciale? Les histoires se déroulent généralement en Europe. Quel est le problème avec ça? Juste à ce moment-là, le livre attaque en faisant saigner sa tête et une goutte de sang tombe sur la page. Une aura sombre s'élève et il commence à se demander ce qui se passe. Sa vision commence à se brouiller et soudain, il se retrouve avec les mains et les pieds attachés. Son cou aussi. Il est tout amoché. Quand cette fille flippante débarque en disant qu'il a dormi un bon moment, il mentionne que son corps lui fait mal, mais elle dit juste que la douleur est inévitable quand on apprend une leçon. Il n'a aucune idée de sa tristesse. Elle ne voulait pas qu'il finisse comme ça, mais il se comporte de manière cruelle et égoïste. Il devrait infliger de la douleur aux autres au lieu de faire preuve de tolérance et de se faire détester de tous. C'était la seule façon pour qu'il n'appartienne qu'à elle. Mais récemment, son cœur a commencé à changer et ça n'allait pas le faire. Malgré tout, peu importe le temps que ça prendrait, elle allait le purifier de l'amour qu'il avait. Et ensuite, ils seraient ensemble pour toujours. Puis, bam, une pluie de coups de couteau et il se réveille dans sa chambre. On dirait que le héros pourrait bien l'aimer davantage en tant que méchant. Mais s'il s'engage dans cette voie, sa vie va devenir un vrai gâchis. Et s'il ne le fait pas, c'est déjà un gâchis. Alors, qu'est-ce qu'il est censé faire, ce type? Il commence à se demander si c'était un rêve du passé ou peut être un aperçu du futur. Après tout, toute cette vision a commencé quand son sang a touché le livre. Était-ce une sorte d'avertissement du futur déclenché par le mauvais choix? Quand il regarde à nouveau le livre, il est écrit « Ne modifiez pas le destin ». Il comprend tout de suite que s'il avait suivi tout ce plan de repas 3 fois et imploré le pardon, cela aurait mené à ce résultat. Vu comment il était ligoté et torturé dans cette vision, se faire soudainement virer de la famille et devenir un mendiant ne semble plus si terrible. Maintenant, il est motivé à bloc. C'est un type moderne et intelligent et il peut utiliser tout ce qu'il sait pour changer. Non seulement son propre destin, mais aussi le destin de tout le pays. En plus, être un aristocrate, c'est pas si génial que ça. Ils sont tous coincés dans ce tout petit pays. Il va prendre le contrôle de son destin de ses propres mains et arrêter de compter sur tout ça. Cela dit, le voilà déjà assis en train de manger de la viande délicieuse, se disant à quel point la vie de privilégié est incroyable. Et que perdre tout ça serait vraiment nul. Mais assise à côté de lui se trouve Noah Campbell, sa mère, qui a honnêtement l'air d'avoir 18 ans et d'être une femme d'Anne. Et elle lui dit qu'il a l'air vraiment heureux aujourd'hui. Son père, Lon, commente qu'il est probablement juste excité par la cérémonie de demain, puisque ce sera probablement l'un des moments les plus importants de sa vie. Il suit le mouvement et dit « Ouais, j'essaie de ne pas éveiller les soupçons. » Pendant ce temps, sa mère dit qu'elle ne peut pas le laisser aller à ce banquet. Sinon, toutes les jeunes filles nobles vont lui tomber dessus. Lon répond que ce n'est même pas possible puisqu'il a Célia et que toute fille qui tente quelque chose ne manquera pas de la rendre jalouse. Sa mère, jouant les mignonnes, dit qu'elle n'aime pas cette Célia. Elle n'était pas mignonne du tout et ne méritait pas son fils. Maintenant, notre garçon est juste assis là, confus, se demandant pourquoi ses parents ont autant confiance en lui alors qu'il était un vrai crétin. Et qui diable est cette Célia? C'est là que ça lui frappe. C'est la 3e princesse, celle qu'il a essayé de droguer, ce qui fait d'elle l'une des personnes qui apporteront le désastre dans sa vie. Dans l'histoire originale, tout le monde l'aimait.
Mais ici, un classique Thunder. Froide à l'extérieur, chaleureuse à l'intérieur. Compris. Lune Campbell se sent mal, réalisant que ses parents semblaient être de bonnes personnes. Il a vraiment été viré parce qu'il s'est comporté comme un vrai connard, et son père ne voulait tout simplement pas avoir un fils pourri. Mais cela ne fait que le motiver davantage à changer son destin. Même si c'est risqué, il ne veut pas entraîner toute sa famille dans sa chute. La vraie raison pour laquelle sa famille finit ruinée, c'est que les gens croient que son père lui a ordonné de tuer la princesse comme une forme de trahison. Donc, ce qu'il doit probablement faire, c'est prendre le blâme sur lui et s'assurer que personne d'autre ne soit impliqué. Le problème, c'est que la cérémonie est déjà demain, et qu'il ne reste plus de temps pour changer trop de choses. Ce qu'il trouve étrange, c'est que si l'événement est si proche, pourquoi ne sait-il rien de la drogue qui est censée être utilisée? Est-ce que quelqu'un va la lui remettre? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Pendant qu'il essaie de comprendre tout ça, une servante se présente et il la heurte accidentellement. Elle tombe d'une manière bizarre, disant qu'il a renversé le thé noir de la dame. Quand il va lui demander si elle va bien sûr, elle tressaille, pensant qu'elle va se faire engueuler. Elle voit le thé renversé sur lui et se précipite immédiatement pour le nettoyer. Au moment où elle remarque le désastre, elle est déjà convaincue que sa vie est finie. Elle va se faire virer et probablement manger de la nourriture pour chien dans la rue d'ici demain. Le protagoniste réalise que sa réputation le précède vraiment, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il ne va pas la punir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est doué, en plus. Il la prend dans ses bras et lui dit de se détendre. Elle est complètement perdue, essayant de comprendre ce que fait le jeune maître. Honnêtement, je me pose la même question. C'est quoi ses mains? Puis Anne arrive et l'appelle. Il demande le nom de la blonde et elle répond que c'est Noël. Il dit à Anne de s'occuper d'elle. Mais Anne répond qu'elle et Noël doivent encore se concentrer sur les préparatifs pour demain. Elles ne peuvent pas se relâcher maintenant. Il lui dit juste d'embaucher plus de personnel pour l'aider. Franchement, c'est du délire. Comment un manoir aussi immense peut-il ne pas avoir assez de personnel? Anne s'incline et dit « Très bien alors ». Et notre beau parleur gagne toujours du temps en s'éloignant. Noël remarque qu'il est étrange que le jeune maître n'ait jamais laissé personne l'aider auparavant, parce qu'il disait toujours que les gens étaient sales. C'est donc bizarre qu'il suggère ça maintenant. Anne ajoute qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange aussi. Peut-être qu'il serait préférable de faire avancer le plan avant que les choses ne dégénèrent. De retour dans la chambre du type, il fouille dans toutes les boîtes. Un poison qui pourrait abattre la troisième princesse doit être une sorte de potion hallucinogène de haut niveau, incroyablement chère. C'est alors qu'il trouve une carte du marché noir. Clairement, elle a dû servir à acheter ce qu'elle a fini par boire. La scène se déplace vers le quartier commerçant de la chambre. Il est tard dans la nuit et le protagoniste dit aux autres d'attendre là pendant qu'il va acheter quelques trucs. Il se déplace dans la zone presque inaperçue, essayant de se souvenir du chemin de l'histoire. Finalement, il atteint une porte et dit Sura. Il montre son accréditation et le type l'accueille en tant qu'invité et lui dit d'entrer. C'est le marché noir de Léopold. Potions, ingrédients, créatures magiques, même synthétiques. Et bien sûr, une configuration classique, des esclaves. Un des alliés du protagoniste a en fait été acheté ici. Cette partie est secondaire cependant parce que pour l'instant, il a de plus gros problèmes. Il entre dans une des pièces et est accueilli par quelqu'un portant un masque de chat, qui lui demande immédiatement ce qu'il cherche. Ils ont tous les types de potions. Il dit qu'il veut quelque chose d'incolore, d'inodore, qui fonctionne particulièrement bien sur les mages et qui les assomme pendant des heures. Il va probablement l'acheter, l'utiliser. Mais ça ne fera rien à la fille en réalité. Maintenant, je suis confus aussi. Il essaye de suivre l'histoire, mais honnêtement, je ne sais plus ce qu'il prévoit. La personne au masque de chat dit qu'il cherche à passer un bon moment. S'il veut, elle peut même lui recommander quelques esclaves. Il dit qu'il s'en va, mais elle l'arrête, lui disant d'attendre. Elle va chercher la potion. Lune Campbell dit qu'il n'y a aucun moyen de savoir si c'est un homme ou une femme. Et c'est juste. Celui qui a dessiné ce personnage a vraiment rendu la chose difficile. C'est effrayant de deviner, alors restons neutres. L'être humain attrape une potion pendant que notre protagoniste pense à quel point ce corps est incroyable. Très probablement, c'est une femme magnifique avec une silhouette puissante qui dirige toute cette opération souterraine. À ce moment-là, la porte s'ouvre à nouveau et quelqu'un d'autre entre. À en juger par les collants noirs, vous savez déjà ce qu'il en est. Notre garçon a-t-il aussi le sens du détail? La personne dit qu'elle est là pour acheter une drogue extrêmement forte qui cible les mages et ne laisse aucune trace. La vendeuse est confuse. C'est une potion qu'elle vend rarement et maintenant, tout le monde la demande soudainement. Lune Campbell est déconcertée.
Il ne pensait pas que les femmes avaient aussi ce genre de goût. Il se sent mal pour celui qui va traverser toute cette histoire de guerre. Mais il ne peut rien faire pour l'aider. Puis la femme jette 2 fioles sur la table et dit que c'est celle que tout le monde recherche. Même si le liquide à l'intérieur était de couleur vive, le mélanger avec du vin le rendrait totalement imperceptible. Quelques gouttes suffisaient à assommer un éléphant pendant 2 à 3 heures. Il est stupéfait par sa force. La fille au masque dit que s'il ne la croit pas, il peut l'essayer lui-même. Il devra juste dormir par terre pendant 3 heures et payer le prix fort. Le seul hic, c'est le coût, 130 000 Amélie. La monnaie locale. La femme au masque qui se tient à proximité dit qu'elle n'a pas d'Amélie, mais qu'elle a un autre moyen de payer. Elle montre une lettre et la vendeuse dit qu'il est difficile d'accepter quelque chose avec ce genre de valeur comme paiement. Elle la lit et demande si ce qui est écrit est vraiment vrai. La figure mystérieuse dit que la vendeuse peut utiliser ses propres compétences pour le vérifier. Mystérieuse ou pas, soyons réalistes. C'est probablement Anne. Qui d'autre ça pourrait être? La vendeuse dit d'accord, la potion est à elle. La femme au masque l'attrape, la remercie et commence à sortir. Pendant ce temps, Lune Campbell dit simplement de la facturer sur sa carte. La vendeuse lui remet une potion bonus et dit que s'il la combine avec l'autre, l'expérience sera bien meilleure. Il la remercie, la range dans son sac et s'enquiert des informations que l'autre femme lui a données. Mais la vendeuse, clairement pas trop soucieuse d'honnêteté, dit que ce sont de vieilles amies. Et s'il veut les informations à un prix équitable, cela lui coûtera 900 000 Amélie. Il lui jette un regard et se détourne, disant qu'il n'est pas intéressé. Cette arnaqueuse essayait de lui faire payer 7 fois le prix juste devant son visage. Pas question qu'il se fasse avoir. Il vient du monde moderne. Il reconnaît déjà un piège quand il en voit un. Dès que la porte se ferme, la vendeuse dit qu'elle espère le revoir bientôt. Elle enlève ensuite son masque et bien sûr, c'était une femme. Maintenant, elle sait exactement ce qui va se passer au manoir. Et elle se demande à qui elle va vendre toutes ces informations. Évidemment, le geste le plus intéressant serait de le vendre aux 2 camps et de semer un chaos total. Pourrait-elle être la protagoniste? Elle a définitivement ce genre de look. La nuit suivante, au palais Campbell, il est rempli de nobles naïfs qui se promènent, et notre type est en plein milieu de tout ça. Un monsieur moustachu se présente avec sa 3e fille, disant que ce serait merveilleux, si elle rencontrait le jeune monsieur Campbell. Elle jette un coup d'œil à notre garçon et commence à trembler, puis s'enfuit, robe flottante, criant que sa mère l'appelait. Honnêtement, cette réaction ressemblait plus à de la peur qu'à autre chose. Le père s'excuse, disant qu'elle est un peu effrayée et Mood dit juste que c'est bon. C'est là qu'il commence à remarquer qu'aucune des filles ne semble heureuse de le voir clairement. Sa réputation a fait des ravages. Pourtant, ce père, Lon, pose une main sur son épaule et dit qu'il est impressionné par la façon dont le garçon se comporte. Il se reprend vraiment et ce soir, il cessera d'être un garçon et deviendra l'homme de la famille Campbell. Lune Campbell le remercie et dit qu'il fera de son mieux. Soudain, quelqu'un à l'entrée demande le silence. La 3e dans l'ordre de succession au trône de l'Empire Léopold est sur le point d'arriver. Bénie de la pureté de la neige connue sous le nom de déesse de la glace, la 3e princesse, Celia, qui ressemble étrangement à Paimon de Genshin Impact. Lon dit qu'il va aller se mêler aux autres invités et demande à Lune Campbell de s'occuper d'elle. Lune Campbell entre directement, appelant la princesse, disant que ça fait un moment. Il complimente son apparence et elle a même les petites étincelles dans ses cheveux comme Paimon. Elle le remercie pour le compliment. Il se montre tout doux et gentil et elle commence à penser que quelque chose cloche. Puis il dit qu'elle doit être fatiguée du voyage et lui suggère d'aller se reposer un peu. Alors qu'elle passe devant, tous les nobles s'inclinent devant elle et elle se dit « Qu'est-ce qui se passe avec ce type aujourd'hui? Il est beaucoup trop poli. » À ce moment-là, il semble que Campbell entende des gens parler d'une fille illégitime qui aurait eu un duel avec son mari. Je suis un peu confus aussi. On dirait que les gens ne l'aiment pas parce qu'elle est illégitime, qu'elle a divorcé, et qu'elle veut maintenant se qualifier comme héritière. Le reste du groupe leur dit d'arrêter de dire des choses comme ça. C'est n'importe quoi. Ah, bien sûr, c'est ça. Qui arrive maintenant avec le protagoniste, le personnage principal de ce monde. Ariel Bouggard, celle avec les cheveux noirs à gauche. Honnêtement, elle est assez basique, vous voyez, mais c'est logique. Si on y réfléchit, les protagonistes sont généralement assez standards, cheveux noirs et visage banal. Et la voilà, agissant tout à fait normalement, saluant Monsieur Lune Campbell. Il est tout maladroit et répond qu'il va très bien et lui souhaite la bienvenue. Mais alors, de nulle part, un grand type intervient et demande comment elle peut parler comme ça. Au jeune maître. Elle était un peu familière et notre garçon dit au type de se taire, disant que ça va. Elle peut parler comme elle veut. Il a déjà été assez poli.
À ce moment-là, elle a pratiquement une mini-crise. Elle se demande pourquoi ce type qui la traitait comme une terrible fille illégitime sait maintenant soudainement comment prononcer son nom. Son ami regarde Ariel Bougard, tout confus, jusqu'à ce que quelqu'un tende la main et appelle Léa Ange. Un autre sursaute parce que Campbell connaît son nom complet, Léa Ange. Il tend la main pour prendre la sienne, mais Ariel Bougard la repousse et lui dit d'arrêter ses manigances. Elle l'attrape et lui dit d'écouter. Elle est ici à cause de son père, alors il ferait mieux de ne rien tenter de louche. S'il pense même à lui faire quelque chose d'horrible à elle ou à Léa Ange, elle s'assurera qu'il ne ressorte jamais vivant de là. Sur ce, elle s'éloigne. Je l'aime déjà bien. Elle joue les héroïnes justes, mais nous savons tous les deux qu'elle veut qu'il cause des problèmes. Lune Campbell pense que, comme il s'y attendait, traiter avec la protagoniste va être difficile. Mais il dit qu'il s'en fiche un peu. Une fois la nuit terminée, elle suivra son chemin et lui le sien, et ils ne se reverront jamais. Peu de temps après son discours, il paraît que c'est son anniversaire. Qui l'eût cru? On dirait qu'il a eu 18 ans. Tout le monde applaudit et le trouve incroyable. Le type a presque une autre crise, mais il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Il regarde autour de lui et repère le sosie de Paymont qui se détend près du miroir. Il s'approche, se présente et s'excuse, disant qu'il espère ne pas être impoli. Il demande l'honneur d'une danse. Oh mon Dieu, se prend-il pour un membre de la royauté maintenant? Elle accepte, bien sûr. Cette fille, par contre, elle a une sacrée puissance de feu avec cette tenue. Tous les accessoires qu'elle porte ont l'air de vouloir exploser. Pendant ce temps, les nobles sont tous rigides et maladroits. Ils se pavanent et la protagoniste est à l'écart en train de manger du gâteau tout en le regardant danser avec la troisième princesse. Elle complimente ses pas et il dit qu'il est encore débutant. Elle sait à quel point il a changé et dit que maintenant il se comporte enfin comme un noble. Ce qu'elle trouve étrange, c'est comment s'est passée son invitation à danser plus tôt. Guerrier, je vais vous accorder la grâce d'une danse. Soyez reconnaissant. Il lui dit maladroitement d'oublier ça, de laisser ça dans le passé. La musique commence. Allons-y, les gens. Nous sommes en plein dans l'intrigue maintenant. Il se trémousse. Elle le complimente, les trucs habituels. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Il se glisse juste derrière Paymont. Est-ce qu'il appelle des renforts? Style aventurier. C'est ce qu'elle dit. Ils ont besoin d'avoir une conversation privée. Elle sait déjà que ce mariage est juste un arrangement politique à cause de leur famille. Il répond que si elle veut l'annuler, ils peuvent travailler ensemble pour que cela se produise. Elle se retire légèrement et dit qu'ils en reparleront plus tard. Ensuite, elle demande s'il n'irait pas dans sa chambre tout de suite. Madame, il est pris au dépourvu, mais il est trop tard. Elle est déjà en train de l'éloigner sur le côté. Il y a 2 servantes espiègles qui regardent tout se dérouler. Elle chuchote que cette fille est partie avec ce maître déficit mental. Vous savez quels mots elles pensent. Elles disent qu'elles doivent agir vite parce que c'est le territoire de Lionheart maintenant. De retour dans la pièce, il lui offre une boisson. Elle refuse poliment en disant qu'elle ne peut pas prendre ne serait-ce qu'une seule goutte. Maintenant, Lune Campbell est vraiment dans le pétrin parce qu'il n'a aucune idée de comment le protagoniste original a réussi à séduire cette fille. En plus de cela, il doit encore lui donner la potion. Mais si elle ne boit rien, il n'a aucune idée de comment il est censé s'y prendre. Elle demande ce qu'elle aime boire et elle dit du café. Mais ensuite, elle change rapidement d'avis et propose de prendre du thé noir à la place. Il s'avère que le thé noir ou le vin sont les seules options disponibles dans cet endroit. Elle a l'air un peu perplexe, mais il la rassure en disant qu'il va aller le chercher. Pendant ce temps, elle est assise là, un peu confuse. Il a l'air tellement enthousiaste à l'idée de faire ce thé. Évidemment, il est là, bas en train de glisser la potion dedans. Honnêtement, je pensais que c'était la potion pour dormir, mais de nulle part, il dit qu'une seule goutte fait tomber quelqu'un amoureux. En plus de cela, il y a une autre fiole qu'il décide de ne pas utiliser. Il n'est pas si sûr de ses effets. Juste à ce moment-là, elle l'appelle, ce qui le fait sursauter et il se retourne rapidement en disant que c'est presque prêt. Mais oh là là, dans cette rotation rapide, une partie de la potion se répand partout. Et l'autre fiole. Il s'avère que c'était un aphrodisiaque. Il est soulagé qu'aucune des potions ne laisse de traces magiques. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il regarde vers le bas et réalise qu'une bonne partie de la potion a touché le sol. Son plan initial était d'en vendre un peu pour se faire de l'argent. Mais maintenant, c'est fini. Alors qu'il apporte le thé, nous voyons quelqu'un jeter un coup d'œil par la fenêtre. Paymon, enfin, la troisième princesse, remarque que le thé noir de la famille Campbell est étrangement rouge et brillant. Il dit que c'est une herbe extrêmement rare de l'Est, une vraie délicatesse. Elle suit le mouvement et lui dit de le boire en premier. Notre garçon dit, « Quoi, Paymon? Tu ne me fais pas confiance. »
Lune Campbell, le jeune noble honnête. Mais elle répond simplement que ceux qui servent doivent toujours goûter la boisson en premier. C'est l'étiquette de base de la noblesse. Quand il lève la tasse pour prendre une gorgée, cependant, elle la lui arrache des mains et dit « Il a l'air meilleur. Il devrait échanger. » Oh, une petite gorgée plus tard et elle a déjà l'air vaseuse. Je pensais que ça allait être un phrédisiaque. Mais non, elle chancelle, laisse tomber la tasse et s'évanouit directement sur le canapé. Lune Campbell pense que c'était une décision intelligente de s'assurer que les deux tasses étaient droguées. Selon l'histoire originale, la protagoniste est censée faire irruption dans la pièce et essayer de le tuer d'une seconde à l'autre. Il doit avoir l'air suspect, alors il baisse un peu sa jupe. Il déboutonne une partie de sa tenue, enlève sa chemise et dit que ça a l'air parfait. Quiconque entrerait supposerait exactement ce qu'il veut qu'il suppose. On dirait qu'il cherche vraiment à être condamné cette fois. Le seul problème est que rien ne se passe. Le temps passe. Une demi-heure passe et personne ne se présente toujours. C'est étrange parce que dans l'histoire originale, elle fait irruption pour régler la situation immédiatement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Dans l'histoire, la protagoniste marche dans les couloirs. Quelqu'un la heurte, renverse quelque chose sur sa robe, et c'est ainsi qu'elle finit par tomber sur ce gâchis. C'est alors qu'il se souvient. Peut être que celle qui a renversé le thé était Noël. Mais plutôt, il a dit à Anne de laisser Noël se reposer, ce qui a dû dérégler toute la chaîne d'événements. Oh! Regardez qui ouvre les yeux alors qu'il est toujours enfermé dans son plan directeur. Là, il s'avère que l'aphrodisiaque a dû atterrir dans la tasse qu'elle lui a arrachée. Maintenant, il est là, confus, se demandant pourquoi la pièce semble soudainement froide. Puis bam, une main agrippe son visage. Une décharge de magie glaciale le projette au sol. Il supplie Pen de se calmer, disant qu'il peut expliquer. Elle coupe court, disant qu'il n'y a pas de place pour les explications. Disons juste ça. C'est là qu'il réalise que quelque chose ne va pas avec cette fille. Il dit qu'il va chercher un médecin. Trop tard, ses poignets sont déjà immobilisés. Elle se souvient que son corps est froid et le sien chaud. Il la supplie de se calmer, mais non, elle plonge avec un baiser. Le type prie pour qu'Ariel Bougard se montre pour le sauver, car sinon, cette petite comédie va devenir bien trop réelle. En parlant de la dure à cuire, la voilà, traversant les couloirs, agacée que sa robe soit tachée. Puis elle entend des sons étranges. C'est alors qu'Anne apparaît et lui dit que cette zone est interdite. Ariel Bougard trouve ça bizarre et Anne propose rapidement de nettoyer sa robe, puisque c'est le problème. Elle lance un sort, la tenue est impeccable, et Ariel Bougard est assez impressionnée que même les femmes de chambre ici connaissent la magie. C'est alors qu'une des femmes de chambre mentionne nonchalamment quelque chose à propos d'un gâteau Pâquissi, disant qu'ils seront servis à la fête, et tout de suite, le protagoniste s'illumine de joie, la remerciant avec entrain. Anne esquisse un petit sourire, puis se retourne avec ce regard maléfique classique. Bien sûr, Ariel Bougard n'est pas si stupide, ou attendez, peut être que si. Elle sent quelque chose d'étrange, comme une odeur de sang dans l'air, mais elle l'ignore, se disant qu'elle est dans le manoir du duc et qu'elle ne va pas s'en mêler. De plus, elle est convaincue que Paimon peut gérer cette petite peste toute seule. Rien ne vaut un gâteau, donc elle ne s'inquiète de rien. Non loin de là, ces mêmes servantes louches se demandent si Ariel Bougard était la cible. Celle aux cheveux gris dit non. Elle était la cible d'un type nommé numéro 9, mais elle a réussi à le tuer, même s'il était d'un rang supérieur. La servante aux cheveux plus foncés lui dit de se dépêcher, l'avertissant que si Campbell se montre, la mission pourrait échouer. Mais notre partenaire dit de ne pas s'inquiéter. Elle a déjà vérifié la situation, et l'action battait son plein. Pendant ce temps, notre garçon est complètement détruit, égratigné, épuisé. Que s'est-il passé? Attendez, il ne s'est rien passé en réalité. Il se débattait juste pour se défendre. Et maintenant, Paimon se réveille, lui met une épée sous le nez et exige ses dernières paroles. Il essaye de la calmer, mais elle dit juste qu'il va dans l'au-delà sans rien dire. Il commence à paniquer. Il n'est même pas sûr d'être réincarné. Alors il lâche que ses intentions venaient d'un amour véritable. Il est là, rayonnant d'émotion, espérant que Dieu lui accordera une seconde chance, pour presque se faire ouvrir la gorge. Elle dit froidement qu'il est vraiment répugnant. Il s'excuse et lui demande de se calmer, disant qu'ils ne sont même pas allés jusqu'au bout. Mais elle rétorque qu'il est immonde de qualifier ses actes de sincères. S'il avait réellement essayé de la conquérir avec de vrais efforts, peut être qu'elle aurait accepté le mariage. Mais au lieu de cela, il a emprunté la voie de la bassesse, de la drogue et de la tromperie. Il essaie d'expliquer qu'il n'a jamais eu l'intention de l'insulter. Elle le coupe et lui ordonne de se mettre à genoux. Puis soudain, quelque chose de l'autre côté de la porte attire son attention. Elle l'attrape par le cou et le force à ordonner à tout le monde à l'extérieur de partir.
Elle le jette au sol et lui dit de s'habiller et de s'occuper de qui que ce soit à la porte, parce qu'il va mourir de toute façon. Le pauvre gars est coincé entre 3 options terribles. Se faire tuer par Celia, être pendu par le roi ou finir piégé dans un étrange donjon par un mystérieux étranger. Attendez, était-ce le protagoniste? Non, on dirait un autre fou. Pendant ce temps, l'autre fille enfile nonchalamment ses collants, disant qu'il sera mort dans quelques minutes. Lune Campbell ouvre la porte pour voir qui c'est et sursaute. C'est cette même servante qui dit qu'ils ont passé du temps ensemble et qu'elle a apporté de la nourriture. Il lui dit de la poser et la remercie. Mais il réalise alors qu'il ne l'a jamais vue auparavant. Alors qui est-elle? Elle dit qu'elle a été embauchée pour aider au banquet. Il trouve cela étrange étant donné qu'aucune servante ou nouveau personnel n'était censé être embauché. Elle acquiesce et se précipite soudainement en avant, le faisant tomber. À ce moment, il réalise que sa véritable cible est Payment. Elle se jette avec 2 couteaux, boum et explosion. Et quand il lève les yeux, au moins la reine des glaces a réussi à se défendre. Payment exige de savoir si son frère idiot a envoyé cet assassin. La servante répond que malheureusement, les détails sont confidentiels. Dans une autre pièce, nous voyons des orbes dorés flotter et murmurer que la princesse sera tuée ce soir au domaine Campbell. Et ce sera la fin de quelqu'un. On ne sait pas qui est cette fille aux cheveux blancs, mais elle semble savoir ce qui se passe. De retour dans la pièce après cette explosion, la servante recule, admettant que la magie de Payment est bien plus dense que prévu. Mais son expression change quand elle entend l'incantation. Parce que maintenant Payment charge avec une lance de glace et manque de peu de la transpercer le crâne. Pendant que les deux s'affrontent dans un affrontement brutal, notre gars réfléchit. Quand les dieux se battent, les mortels souffrent. Il n'y a littéralement rien qu'ils puissent faire. Il essaie d'ouvrir la porte à nouveau, mais elle est scellée. Il s'y donne toujours à fond. Il se cache derrière quelque chose, réalisant que cette fichue servante a dû lancer une sorte de sort de barrière pour empêcher quiconque d'entrer. Et puis il se souvient de quelque chose. Le changement de plan pour faire venir du personnel extérieur qui a été fait hier seulement. La seule façon dont un plan aurait pu être préparé à l'avance est si quelqu'un a divulgué des informations. Il est presque touché par une attaque et tout ce qu'il peut faire maintenant est de prier pour que Payment gagne. Mais en la regardant, toujours debout là, féroce, même battu et agrippant cette lance, il commence à se demander si c'est vraiment une bonne chose. Elle pourrait aussi bien le tuer lui aussi. Honnêtement, peut-être que ce ne serait pas si mal si elle mourait ici. Personne ne le saurait jamais. C'est alors que la servante dit que Payment est vraiment un génie. Et Payment répond qu'elle peut déjà sentir quelqu'un utiliser la magie gravitationnelle pour jouer avec son jeu de jambes. Ce qui signifie que quelqu'un d'autre est impliqué. Elle exige que la servante dise qui c'est, sinon les deux vont mourir ici. La servante dit juste que, comme les rumeurs le prétendent, Payment est vraiment un génie. Payment craque et lui dit de se taire et de parler. Qui est derrière tout ça, car elle veut avoir une chance d'être épargnée. Mais la servante dit qu'elle n'est pas là pour tuer qui que ce soit. Juste pour gagner du temps. Soudain, toute la pièce commence à trembler. C'est alors que la servante aux cheveux gris dit que la chambre est maintenant complètement scellée. L'autre fouille dans sa poche et sort une fiole, déclarant qu'elle offre la vie de 100 enfants en sacrifice au Seigneur du monde fondu. Payment le reconnaît instantanément comme le pouvoir d'un dieu sombre. Mais la servante sourit simplement et demande qu'il descende et supprime ce monde. Une énergie rouge inonde la pièce, claque Payment contre le mur. Et elle sait que si ces rats se montrent maintenant, elle n'a aucune chance. La servante le confirme. Ce sont des rats? Bien sûr. Mais la vraie cible ce soir est la princesse. Elle se lance pour une autre attaque, mais Payment attrape le poignard de notre protagoniste et bloque l'attaque. La servante est choquée. Cette fille a ensanglanté ses collants déchirés, battue, épuisée, mais elle a évité les points vitaux. Pourtant, cela n'avait pas d'importance. Elle n'avait plus de magie du sang. Un coup de pied brutal dans les côtes l'envoie s'écraser au sol. Mais Payment est construite différemment. Elle se relève. L'assassin dit qu'elle rendra sa mort indolore et se lance pour le coup de grâce. Du sang gicle, mais devinez quoi? Notre garçon a sauté devant et l'a encaissé. Il a littéralement pris le coup de plein fouet. Pas de blocage, pas de déviation, juste du pur courage. Les gars, vous vous souvenez de ce moment où notre protagoniste est resté coincé à la table? Je suis presque sûr que c'est Anne qui est derrière tout ça. Je ne sais même pas comment je n'ai pas fait le lien. 1 + 1 font 2. C'était elle. La fiche fille est même sur la couverture de l'histoire. Bref, revenons-y. On l'appelle par son nom et Payment veut savoir pourquoi. Il est par terre, crachant du sang et se souvient soudainement quand l'autre servante a ouvert la porte plus tôt et lui a dit qu'il pouvait partir. Il a envisagé de s'enfuir, mais a réalisé qu'il ne pouvait pas. Alors il appelle Anne et lui demande ce
Mais Paimon passe devant lui et lui tranche profondément le cou. La fille tombe à genoux et la princesse de glace déclare simplement que c'est fini. Maintenant, notre garçon est allongé sur le sol, se raccrochant à peine à la vie. Paimon s'agenouille à côté de lui, réalisant que s'il s'est interposé pour la protéger, alors ce sont des assassins qu'il a engagés. Et ce qui la déconcerte vraiment, c'est qu'il l'ait protégée sans réfléchir, car si elle était morte, personne n'aurait jamais su ce qu'il a fait. Mais il dit que tout cela n'a plus d'importance. Comme elle l'a dit, il a choisi d'agir comme un vrai homme. Mince, celle-là fait mal. Mais bien sûr, c'est de Paimon dont on parle. Elle dit froidement que d'après son pool, il a encore assez de force pour prononcer peu, être 3 phrases de plus. Alors il ferait mieux de les faire compter. Elle transmettra son dernier message au duc. Il se relève, touche son visage et dit sincèrement qu'il est désolé. Au final, il avait vraiment des sentiments pour elle. Puis son bras frappe le sol. Bon sang, il est parti comme une légende. On sait qu'il ne va pas vraiment mourir, mais s'il l'avait fait, ça aurait été épique. Pourtant, Paimon ne l'entend pas de cette oreille. Elle dit que Baster n'a pas le droit de mourir après s'être excusé comme ça, pas après tout ce qu'il a fait. Elle l'appelle par son nom et lui dit qu'elle n'accepte aucune de ses excuses maudites. Il va vivre et payer pour chaque chose. Au milieu du vide, Lune Campbell flottait, se sentant étourdie et rouge de chaleur. Malheureusement, même si nous avons essayé de faire les bons choix, la mort était inévitable. Au moins, c'était mieux que de suivre l'histoire du jeu. De cette façon, il a pu décider de la façon dont sa vie se terminait. Mais alors, une étrange énergie noire apparaît à côté de lui et un panneau se forme, montrant une analyse de la progression et de l'arrogance, de l'envie, de la cupidité, de l'impudence et de la paresse. On dirait qu'il s'agit des 7 péchés capitaux. Il est à moins 90% en gourmandise, 99% en envie et 50% en arrogance. Quelques pages du livre se tournent et la chose lui dit de continuer à essayer pour l'instant. Il demande pourquoi ce foutu livre n'est pas apparu avant sa mort, puis il entend un mal qui en émane, et la scène se déplace vers les égouts. Des cendres dérivent dans le souterrain et quelqu'un assassine ce Campbell qui n'était pas la vraie cible. Mais soudain, une voix demande ce qu'elle pense avoir fait à son fils. Oh là là, le père apparaît, rayonnant une aura de cœur de lion pur. L'assassin se met instantanément à trembler et le père dit calmement qu'il ne s'attendait pas à avoir de visiteurs chez lui. Elle n'a pas été invitée, alors que faisait-elle là? Et elle ferait mieux de parler maintenant. Qu'a-t-elle fait à son fils? Mec, le type est généralement gentil, mais en ce moment, c'est une bête. En y repensant, notre protagoniste devait être heureux d'avoir au moins réussi à grinder de l'aura à la Jinwoo avant de mourir. Ou peut-être pas, parce que maintenant nous sommes de retour dans la chambre et Anne est assise juste à côté de lui. Cette même Anne, dont nous savons maintenant qu'elle est dangereuse. Il se réveille et elle est juste là, lui demandant si le jeune maître se sent mieux. Elle lui demande s'il a besoin d'un médecin et alors qu'il essaie de se lever, disant qu'il veut aller aux toilettes, la douleur dans sa poitrine frappe fort et il tombe directement dans les draps. Il s'excuse, disant que ses jambes sont étrangement faibles, mais maintenant il doit faire attention. Il ne peut pas se permettre d'être gentil avec elle. Elle n'est absolument pas digne de confiance. Elle lui dit que sa fiancée lui a demandé de prendre soin de lui, il doit donc savoir qu'elle restera proche pour le moment. Puis elle dit qu'elle va l'aider à se laver et commence immédiatement à enlever ses vêtements. Il lui demande rapidement de se calmer, disant qu'il commence seulement à se sentir mieux. Elle dit d'accord, elle le laissera être indépendant, mais le soulève quand même et l'emmène à la salle de bain. Il lui dit de sortir qu'il a des choses à faire et un peu plus tard, nous sommes de retour dans la pièce. Peu de temps après, elle lui dit qu'il a dormi pendant 3 jours entiers. Et c'est la princesse Paimon elle-même qui lui a demandé de s'occuper de lui. Il a à peine survécu, a perdu une énorme quantité de sang et est resté sans oxygène trop longtemps. Il a eu de la chance que Paimon ait réussi à utiliser de la magie pour le maintenir en vie. En entendant cela, il réalise qu'elle n'a probablement rien dit à propos de l'incident de la potion. Mais alors Anne dit que la princesse a mentionné quelque chose d'important. Ce qu'elle révèle en fait, c'est qu'ils ont découvert tout le complot d'assassinat. Son père a capturé l'un des agresseurs et lui a fait avouer la vérité sous la torture. Le problème maintenant, c'est qu'ils doivent encore en quelque sorte s'excuser auprès du roi. Sa fille a été mise en danger à l'intérieur de leur domaine. Mais le plus étrange, c'est qu'il n'a reçu aucune punition. Apparemment, la princesse Paimon a dit quelque chose au roi, quelque chose qui a conduit à son pardon. Mec, je viens de résumer genre 15 bulles de dialogue géantes. L'histoire s'emballe vraiment parfois. Notre gars s'effondre sur le lit, se sentant enfin soulagé. Au final, les choses ne se sont pas si mal passées. Mais Anne se penche immédiatement, lui demandant pourquoi il avait l'air si tendu. Que s'est-il passé? S'est-il passé quelque chose entre lui et la princesse dans cette pièce?
Se souvenant de la façon dont elle a dit qu'elle voulait quelque chose de chaud, il le nie rapidement, disant qu'il n'y a aucune chance qu'il fasse quelque chose d'aussi audacieux. Il serait réduit en miettes. Anne rit et lui dit de boire le médicament pendant qu'il est encore chaud. Mais dès qu'il en prend une gorgée, il s'étouffe, c'est horrible. Il demande c'est quoi ce truc. Elle explique que c'est un tonique pour l'aider à récupérer et à reconstituer son sang. Et puis on coupe à 3 femmes de chambre debout devant la porte, chuchotant à quel point chaque fois qu'il mange quelque chose d'aigre, il fouette généralement tout le monde. Mais aujourd'hui, il se comporte vraiment bizarrement. Elle commence à se demander si elle devrait aller signaler cela à la madame. Mais il leur dit juste à toutes les 3 de rester là et de ne rien dire. C'était juste un médicament normal. Puis il avale tout d'un coup. Les femmes de chambre ferment la porte, un peu effrayées pendant qu'il est assis là, l'air confus, jusqu'à ce qu'il vomisse soudainement tout. Mec, on dirait qu'il a vomi du pétrole brut. Et le pire, c'est qu'il va devoir boire ce truc 2 fois de plus s'il veut se rétablir complètement. Anne mentionne nonchalamment que s'il le souhaite, elle peut lui faire des crêpes et même un peu de thé. Elle lui tend une part de gâteau et il la remercie, disant qu'elle est beaucoup trop gentille. Dit qu'elle mérite même une augmentation. Elle soulève sa jupe très légèrement et dit qu'elle apprécie le compliment, mais elle s'en va terminer le reste de ses tâches. En sortant, elle lui dit de vérifier la table de chevet. Il y a une lettre pour lui. Mais alors il l'appelle soudainement, lui demandant d'attendre une seconde. Lors de leur conversation précédente, elle a mentionné qu'il avait déjà pris ce médicament aigre 4 fois. Alors comment est-ce possible si au moment où il touche sa bouche, il vomit? Elle répond calmement. Elle a mis du sucre dans sa propre bouche et le lui a passé. Il se détend une demi-seconde jusqu'à ce que l'image se déclenche enfin dans sa tête et qu'il comprenne ce qui vient de se passer. Maintenant, il crie dans son oreiller. Mais en vérité, il est allongé là, bien au chaud sur le lit, pensant que si quelque chose comme ça arrivait vraiment avec cette grande sœur, la vie ne serait être pas si mauvaise. Mais alors il se souvient soudainement qu'il a aussi embrassé Peyman. C'est alors qu'il va chercher la lettre et elle dit qu'elle le considère maintenant comme un demi-homme. Il soupire de soulagement. Au moins, la situation criminelle a été évitée. Un peu plus tard, sa mère est tout émue de soulagement qu'il s'en soit sorti vivant malgré le danger de tout. Il minimise, disant que ce n'était rien de grave. Mais elle lui dit d'aller se regarder dans le miroir. Il y a un cratère dans sa poitrine. Il hausse les épaules, disant que c'est juste une égratignure. Tant qu'il a survécu, il va bien. Son père est d'accord, disant qu'une cicatrice comme celle-là est plus comme une médaille. C'est grâce à lui qui a sauvé la princesse qu'ils ont pu éviter la catastrophe que cela aurait pu devenir. Maintenant que j'y pense, il n'y a pas une seule bonne normale dans ce monde entier. Même celle qui se tient à côté de lui maintenant ressemble à une guerrière imposante. Lune Campbell dit qu'il veut savoir tout ce qui s'est passé. Son père explique que les 3 assassins ont été capturés. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour les faire parler, mais finalement ils ont obtenu des informations. Il s'avère qu'ils n'étaient pas des guerriers de la mort en trait, c'étaient des disciples de quelqu'un appelé le roi hurlant. Lune Campbell est confus. Il ne se souvient pas que ce nom soit jamais apparu dans l'histoire originale. Son père explique que c'est une sorte d'ancien dieu sombre responsable d'innombrables horreurs. Et si le prix est assez élevé, ses disciples accepteront n'importe quel travail. Même tuer leurs propres parents. Mais il dit à son fils de ne pas s'inquiéter. Il a déjà donné l'ordre d'anéantir complètement ces gens. Le protagoniste est stupéfait et sa mère lui rappelle que son père a obtenu son poste actuel grâce à son mérite militaire. Audacieux comme toujours, notre garçon dit qu'il est fier d'être son fils. C'est bien mérité. Ce qu'il veut vraiment savoir maintenant, c'est s'ils ont découvert qui est vraiment derrière tout ça. Son père, cependant, dit que non. Tous les chasseurs capturés étaient liés par une étrange malédiction. Au moment où ils essayaient même de prononcer le nom de la personne, ils s'enflammaient et mouraient instantanément. Le marché noir a été complètement anéanti, mais aucune preuve réelle n'a été trouvée. Lune Campbell trouve intéressant que son père ait détruit le marché noir puisque cela s'est également produit dans le livre original. Dans l'histoire, ils ont tué son préféré. Attendez, préféré pourquoi? Furieux, le père a envoyé les chevaliers royaux et ils ont réduit toute la ville en cendres. Ce massacre a duré 3 mois et même les égouts ont coulé en rouge. Au moins, cette fois, cela s'est terminé beaucoup plus rapidement. D'un autre côté, c'était un événement important pour Ariel Bouchard dans l'histoire. C'était un moment de croissance majeure pour elle. Moment classique du protagoniste. Elle combattrait des tonnes d'ennemis et son aura évoluerait considérablement. Mais maintenant, ce développement n'aura pas lieu et tout a changé juste parce qu'il a donné 2 jours de congé à la femme de chambre. Plus tard dans la nuit, il semble que tout le monde dans la maison lui dise de se reposer. Mais il n'a pas le temps de se reposer parce que l'histoire part complètement en vrille.
Et le pire, c'est que plus les choses changent, moins il peut se fier à ce qui devrait techniquement se passer d'après le livre original. Alors il a mis au point un plan assez complexe. Survivre, empêcher cette fin horrible où il est attaché à une table et se fait violer, devenir plus fort et surtout, arrêter de faire confiance au livre. Il reste assis à y réfléchir, puis admet que non, ça n'a pas vraiment de sens. Il doit être beaucoup plus prudent. La vérité, c'est qu'il ne sait toujours pas exactement qui était cette personne de sa vision. On dirait Ariel Bougarde, mais ce n'était pas Célia non plus. Alors, qui diable était-ce? Il se laisse tomber sur le lit, réalisant qu'il ne sert à rien de trop réfléchir. Pour l'instant, les priorités devraient être de devenir plus fort. En tant que fils d'un duc, il a beaucoup de ressources pour se renforcer. Le seul problème, c'est que tout cela est trop conventionnel. Et pour empirer les choses, l'ancien propriétaire de ce corps a passé une année entière dans une académie prestigieuse, et n'en est ressorti qu'avec un sort de pacotille. Malgré tout, il est le fils de ce type puissant, donc il doit bien avoir un talent quelconque, non? Impossible qu'il soit aussi faible. Mais même ainsi, il sait qu'il n'atteindra jamais le même niveau que l'équipe du protagoniste. Dans ce monde, elle est connue comme l'une des élues des dieux, complètement hors de portée pour toute personne normale. Paim en est un excellent exemple. Elle a reçu l'autorité divine d'une déesse froide et depuis, elle ne cesse de progresser. Et ce genre de pouvoir divin n'est pas quelque chose que l'on peut surmonter avec de simples efforts. Et puis il y a Ariel Bougarde, qui finit par être béni par des esprits élémentaires incroyablement beaux. Pas seulement un, mais plus de 10. Quelle vie misérable! Ce qui est vraiment misérable, cependant, c'est sa situation. Peu importe à quel point il s'entraîne, il n'y a aucun moyen qu'il puisse surpasser quelqu'un comme elle. Mais cela ne veut pas dire qu'il va rester les bras croisés non plus. À tout le moins, il doit être assez fort pour se défendre, surtout si Ariel Bougarde décide un jour de s'en prendre à lui. Le bon côté des choses, c'est qu'il semble qu'il pourrait débloquer de nouveaux talents. D'un claquement de doigts, le livre noir apparaît, mais le frappe en plein dans l'entrejambe. Il crie à cette fichue chose d'arrêter d'apparaître et de le frapper à chaque fois. Puis il entend un étrange sifflement et le livre s'ouvre et commence à feuilleter les pages. Maintenant, il raconte tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et il est agacé parce que c'est beaucoup trop détaillé. La façon dont c'est écrit, ça le fait passer pour une espèce de type louche qui essaie de faire quelque chose d'horrible à cette pauvre fille. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. L'un des mots du texte, assisting, brille en rouge. Soudain, une étrange énergie l'entoure et il crie au livre de donner un avertissement la prochaine fois. Maintenant, il se retrouve dans une nouvelle pièce. Il regarde autour de lui et réalise rapidement que ce n'est pas le même donjon qu'avant. Peut-être que c'est un autre espace à l'intérieur du livre, mais avant qu'il ne puisse vraiment comprendre quoi que ce soit, quelqu'un s'approche par derrière. Il se retourne et c'est encore elle. Cette même fille qu'il a déjà frappée une fois à la nuque. Boum! Pas le temps de réagir. Extinction des feux. Il se réveille à nouveau dans son lit. Le pauvre n'a même pas eu une seconde pour comprendre ce qui venait de se passer, assommé en un seul coup. Le livre s'agite à nouveau et quand il regarde, il montre que sa compétence en combat au poignard est maintenant à 1% et son pas de l'ombre est à 0,5%. Enfin, il a découvert les véritables capacités de combat qu'il possède dans ce monde chaotique. Et il est excité, disant qu'il est sûr que son hack va être sérieusement surpuissant. Plus tard dans la nuit, il est allongé dans son lit en marmonnant qu'il a à peine survécu. Il a apparemment duré seulement 3 secondes là, dedans. Il décide de vérifier si sa maîtrise a augmenté et oui, il a gagné 1% dans les deux. Maintenant, il comprend que ses compétences sont vraiment cheatées. N'importe quelle capacité, peut être celle des ennemis qu'il vainc, est enregistrée dans le livre et il peut l'apprendre. Ou peut être que ce sont juste les compétences qu'il voit. Pas sûr. Si c'était basé sur la vue, il aurait déjà dû acquérir cette capacité de glace de la fille. Mais peut être pas, car celle-ci venait d'une déesse. Ce qu'il sait, c'est qu'il pense à une compétence massive en ce moment et qu'elle est puissante. Il est tout excité en marmonnant que ce n'est qu'une question de temps avant que ce pouvoir et ses compétences de poignard ne soient à lui. Il ne sait pas exactement comment gagner en maîtrise rapidement, mais il est sur le point de le découvrir. Le livre le frappe en plein visage, puis boum, il reçoit un coup de pied à la tête, se fait taillader la poitrine et finit en lambeaux. Pendant ce temps, à l'extérieur de sa chambre, Anne frappe à la porte et l'appelle. Quand elle entre, elle le voit sous les couvertures et a l'air un peu confuse. Voyant cela, elle glousse et dit que c'est drôle. Il dort toujours comme quand il était enfant. Un petit garçon si mignon. Il utilise un sort de conservation de la chaleur et dit qu'elle ne le réveillera pas tout de suite. Anne attend juste un rebondissement où elle se transforme en un démon total, parce qu'il est impossible que ce doux sourire soit sincère. Dès qu'elle ferme la porte,
Il sort de sous la couverture, en grommelant que le livre maudit l'a frappé en plein dans l'aine. Ou peut être qu'il se fait juste avoir par des tours bon marché. Quoi qu'il en soit, il est déterminé à retourner dans ce rêve jusqu'à ce qu'il la batte enfin. Le soleil se lève et à ce moment-là, il avait déjà essayé 185 fois. C'est de la résilience mentale de niveau supérieur. Il meurt à chaque tentative, mais maintenant il tient 30 secondes. Il est frappé par une vague d'épuisement, heurte son thé, le renverse et s'écrase au sol, complètement vidé. Mais enfin, il avait trouvé un moyen de devenir plus fort. Le seul problème, c'est que la douleur de mourir dans cette illusion est très réelle. Il pensait pouvoir berner le système. Au moment où il mourait, il pouvait simplement rentrer et ignorer la peur. Mais non, c'était impossible. Et maintenant, après une nuit entière d'efforts, il est temps de voir les résultats de tout ce farming. Sa technique de poignard avait atteint le niveau 2 et le pas de l'ombre était à 11%. Bien sûr, ce n'était encore rien comparé au niveau d'un assassin, mais le simple fait de savoir qu'il pouvait évoluer comme ça était déjà énorme. Il est impatient de le tester, alors il active le pas de l'ombre et fonce à travers la pièce. Le type laisse pratiquement des traînées de fumée, complètement surexcité, jusqu'à ce qu'il ressente soudain sa propre douleur. Il s'avère que son pied a été brûlé. Maintenant, il se demande comment cette fille assassin qui a attaqué Paimon a réussi à utiliser ça sans broncher. Et puis ça lui frappe, bien sûr. Ces techniques sont beaucoup trop avancées pour quelqu'un comme lui, juste un combattant de niveau 1. À l'académie, il a appris que pour maîtriser des techniques comme celle-ci, il faut canaliser le ki dans tout son corps pour le renforcer et réduire le recul. Mais c'est quelque chose que seuls les guerriers de niveau 2 peuvent faire. Donc, le plan pour l'instant est de trouver un professeur compétent, de préférence une bombe, bien sûr. Il est déjà en train. C'est parce que dans ce monde, la magie est tellement incroyablement puissante que personne ne se soucie même des arts martiaux. Pourquoi s'entraîner au coup de poing et au coup de pied juste pour se prendre une boule de feu en pleine figure? Puis ça fait tilt. Il y a un guerrier, probablement le plus puissant de toute l'histoire. Ou plutôt, pas probablement, définitivement. Ce serait son père. Comment diable a-t-il pu oublier qu'il avait le boss final vivant dans la même maison? Au cours des 100 dernières années, aucun guerrier n'a eu un impact plus important sur le monde que lui. À 15 ans, il était déjà garde royal. À 20 ans, il a écrasé les forces rebelles. À 27 ans, il est devenu maréchal de l'Empire. À 32 ans, il a obtenu le titre de roi cœur de lion. Il n'a jamais perdu un combat. Ce type est du sérieux. Notre garçon pense maintenant que Lune Campbell méritait en fait la fin tragique qu'il a eue. Le type avait tout. Une vie parfaite et même un père qui aurait pu tout lui apprendre. Mais il a tout gâché. Ce n'est pas grave cependant, car à partir de maintenant, il va demander à son père un entraînement personnel. On pourrait penser que la prochaine réplique serait le père refusant, mais non. C'est en fait Anne qui frappe à nouveau, disant que le maître le cherche. Il sort avec elle, disant que c'est le moment idéal. Il était sur le point de demander la même chose. Mais dehors, il croise deux autres femmes de chambre. L'une d'elles porte des lunettes et pourrait honnêtement être la première fille mince de toute cette histoire. Lune Campbell remarque qu'elles appellent maintenant Anne la femme de chambre en chef et lui fait un compliment. On dirait qu'elle a été promue, hein? Elle explique que l'autre, la précédente femme de chambre en chef, a été conçue juste après son réveil. Elle a donc fini par prendre le poste. Il a l'impression qu'elle a être été renvoyée à cause de lui, ce qui est un peu déroutant. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter que même si elle ne sera plus la femme de chambre en chef, elle fait toujours partie de la maison. Et c'est alors que sa mère lui fait cette étreinte très particulière. D'accord, illustrateur. On pourrait être baissé d'un ton, hein. Elle va avoir son enfant et elle veut qu'il l'appelle maman 1000 fois. Ensuite, elle presse sa tête contre son ventre et lui dit d'écouter. Il s'avère que, oui, elle est enceinte, ce qui signifie qu'il va avoir un petit frère ou une petite sœur. À ce moment précis, le père entre et lui dit de se calmer. Le garçon vient de se lever après s'être rétabli, alors être pas trop d'excitation. Un peu plus tard, Lune Campbell est surpris d'apprendre que son père retourne au front. Et puis, on peut parler de la servante qui se tient à côté de son père? Elle est massive. Clairement, le duc lui-même était chargé d'embaucher toutes ces femmes. Et on peut déjà deviner quel genre de goût ce type a. Raffiné, je dirais. Il dit que cet après-midi, il retourne au front et qu'il sera absent pendant au moins un mois. Pendant ce temps, Lune Campbell doit rester dans la capitale. Il se tourne vers Miss Fay et dit qu'il compte sur elle pour veiller sur tout le monde. Lune Campbell, cependant, lui dit qu'il ne devrait pas y aller. Il y a d'autres généraux dans l'Empire et de plus, il est duc. Mais son père explique que malheureusement, après près d'une décennie de silence, les choses sont devenues urgentes. Il y a des signes de démons abyssaux près des frontières.
Mais Lune Campbell sait ce qu'il en est réellement, une diversion destinée à diviser les forces humaines. La véritable invasion n'aura lieu que dans 3 ans, quand Ariel Boogaard se lèvera enfin en tant que sauveur. Le problème est que, même si son père a dit 1 mois, il sera probablement absent pendant 3 ans. Ce qui signifie que le plan de Lune Campbell d'apprendre l'escrime auprès de lui est complètement ruiné. Un griffon et une calèche arrivent et son père lui fait signe au revoir, disant à sa femme de ne pas pleurer. Il sera bientôt de retour. Il appelle Lune Campbell et dit qu'il a été impressionné quand il a risqué sa vie pour protéger l'impératrice. C'était le courage d'un vrai chevalier, le genre de bravoure qui coule dans le sang des Campbell. Il lui rappelle le symbole de leur famille. L'épée représente la force et ils sont la lame de l'Empire. Le dragon symbolise l'ennemi qu'ils doivent vaincre. En d'autres termes, ils sont l'arme de tout le royaume. À un moment donné, chaque homme de la famille doit fouler le champ de bataille. Il n'est pas sûr que Lune Campbell suivra cette voie, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il est devenu un homme véritable. Et à cause de cela, son père promet d'investir toutes les ressources qu'il n'avait pas dans sa jeunesse, afin que Lune Campbell puisse devenir encore plus fort. Lune Campbell reste là, silencieux pendant un moment, puis son père dit qu'il est temps de parler de quelque chose de sérieux. Il veut savoir ce que Lune Campbell pense vraiment d'Anne. Pris au dépourvu, Lune Campbell dit qu'elle est gentille, mais pourquoi soulever cette question? Son père explique qu'il a vu cette fille grandir. Elle vient d'une bonne famille, elle est intelligente, et surtout, elle le voit comme plus que son maître. Si Lune Campbell ne veut pas la perdre, il ferait mieux de faire quelque chose rapidement. Maintenant, Mauve se tient là, totalement décontenancé. De quoi son père parle-t-il même? Le duc décide d'être direct. La famille a besoin de plus d'héritiers. Sa femme vient à peine d'avoir leur 2e enfant, et avec lui qui retourne au front, il n'y aura pas le temps d'en faire d'autres. Lune Campbell mentionne nerveusement qu'il est techniquement fiancé à Paymont. Son père balaie cela d'un revers de la main en disant que c'est juste politique. Même s'ils finissent par se marier, elle sera la femme principale et Anne pourra être la secondaire. Puis le visage de son père devient sérieux. Il rend le verdict final. Dans 3 ans, quand il reviendra, Lune Campbell aura intérêt à avoir un enfant. C'est tout. C'est le plan. Quel genre de père impitoyable lui jette Anne comme ça? Honnêtement, je ne voudrais pas être dans cette situation, c'est un non catégorique pour moi. Dès que le père part et entre dans la pièce et dit qu'elle a entendu son nom mentionné, elle veut savoir s'il a besoin de quelque chose de sa part. Honnêtement, je pensais que Lune Campbell esquiverait la question. Mais non, il va droit au but et dit qu'ils doivent avoir un enfant, parce que c'est ce que son père vient de lui dire de faire. Mais il pense que c'est juste une blague, donc elle n'a pas besoin de prendre ça au sérieux. Son travail est d'être une servante, et à l'avenir, ils suivront chacun leur propre chemin. Puis, sorti de nulle part, il commence à dire qu'elle est la femme parfaite et qu'il est sûr qu'elle trouvera un gars incroyable un jour. Et si jamais elle rencontre quelqu'un, tout ce qu'elle a à faire est de le lui dire en personne. Il lui donnera sa bénédiction pour partir. Et puis, avec toute la confiance du monde, il pose une main sur son épaule et lui dit d'être courageuse et d'aller trouver son propre bonheur. Pendant ce temps, il s'éloigne en se sentant bien, pensant qu'il vient de faire le coup parfait. Mais est-il vraiment intéressé par elle? On dirait que oui, n'est-ce pas? Mais comme on s'y attendait, oui, ça ne lui a pas plu du tout. Elle tremble littéralement de rage, murmurant entre ses dents serrées qu'il a vraiment changé. Elle ne peut plus attendre. Ce sera pour ce soir. Et nous voici ce soir. Notre garçon est allongé là, pensant que rien ne se passe comme il l'avait prévu. Il pensait qu'il obtiendrait l'aide de son père pour devenir plus fort, mais maintenant le type est parti. Alors maintenant, il doit se débrouiller seul. Pour le moment, il évite l'académie, car la moitié des gens là, bas sont proches du protagoniste tout-puissant, et cela ne ferait qu'aggraver sa situation. Il doit d'abord maîtriser les bases. Ce n'est qu'après cela qu'il pourra partir à la découverte du monde. Il ferme un autre livre, prend le livre noir, et quand il l'ouvre, il a un enregistrement de tout ce qu'il a lu dans les autres. En fait, il n'a qu'à voir la couverture et feuilleter quelques pages pour apprendre le contenu. Ce petit livre est parfait pour monter de niveau rapidement. Dommage qu'à ce moment précis, Anne entre, agissant de manière innocente. Regardez-la lire. Il la repousse et lui demande si elle lui a apporté quelque chose à manger. Elle dit oui. Il lui dit d'y aller doucement avec lui, mais elle répond simplement que cela fait partie de ses fonctions. Elle a apporté du vin millésimé, seulement 100 bouteilles sont produites par an, et cela coûte plus de 200 000 pièces. Mais il dit qu'il n'est pas d'humeur. Il étudie encore, il ne veut pas être distrait. Mais la bouteille se fissure déjà dans sa main, et elle lui demande ce qu'il aimerait boire. Il dit du café pour l'aider à rester éveillé et concentré, mais elle répond qu'ils n'ont que du vin ou du thé noir. Étrange.
Cela semble étrangement familier. Il s'arrête en pensant, « Attends, ça me semble familier. » Elle lui tend la tasse en s'excusant, disant que les grains de café ont été mangés par des rats, alors elle en apportera des frais demain. Oh! Il le boit, se prend un choc. La tasse s'écrase sur le sol et sa vision devient floue. Il commence à s'effondrer, demandant pourquoi elle l'a trahi. Mais elle le prend doucement, disant qu'elle ne ferait jamais ça. Elle lui dit de dormir paisiblement. Elle dit que son cœur est brisé. Elle l'aime tellement. Alors comment a-t-il pu dire une chose pareille? Il a trop changé, et maintenant il doit être purifié par son amour. Il ferait mieux de l'accepter, parce qu'ils vont être ensemble pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Il ouvre les yeux et où est-il? Vous le savez déjà, les mains et les pieds attachés à une planche. La fille de la prophétie se tient juste devant lui. La malédiction de cette prophétie, je le jure. Elle est déjà en train d'enlever son uniforme, disant que ce foutu type du marché noir ne se rate jamais. Il essaie de demander ce qu'elle fait, mais elle répond immédiatement qu'il sait exactement ce qu'elle fait. Puis elle dit qu'il y a 10 ans, quand il n'avait que 8 ans, elle était à ses côtés. À partir de ce moment, son existence n'a été que pour lui. En retour, son existence est maintenant pour elle. Et maintenant, elle doit le réparer, le remettre sur le droit chemin. Lune Campbell dit qu'il n'a aucune idée de quoi elle parle, lui demande de le laisser partir. Mais elle se contente de le faire taire. Ne dis rien. Je vais m'occuper de tout. Bonne nuit, de la tête aux pieds, à l'intérieur comme à l'extérieur, son corps, son âme, chaque parfum, chaque mèche de cheveux, chaque goutte de sang. Tout cela lui appartiendrait. Au moins, il n'a plus à se soucier d'impressionner son père. Elle s'en occupe, c'est certain. Honnêtement, je m'attendais à une sorte de rebondissement, à ce que quelqu'un fasse irruption et arrête la scène. Mais non, notre garçon se réveille le lendemain matin, les yeux fatigués, l'air complètement épuisé. Ça arrive tellement souvent. La tête perd conscience, se réveille au milieu de ça, puis s'évanouit à nouveau et se réveille encore une fois. Il n'arrivait tout simplement pas à y croire. Celle qui avait transformé Lune Campbell en un déchet sans valeur, et celle qui l'avait enchaînée, comme ça, c'était cette fichue Anne. Il dit qu'elle l'a mis KO d'un seul coup, et même s'il était mentalement préparé, ça a quand même fait un mal de chien. Il l'a supplié d'arrêter cette folie, de le libérer de ses menottes et de lui donner une chance, de s'échapper. Mais elle a dit que ce n'était pas possible. Comparé à toutes les années qu'elle a passées à attendre, cette douleur n'était rien. Mon Dieu, d'accord l'auteur, surveille-toi. Tu frôles vraiment les limites là. Je ne sais même pas comment commenter cette folie. Notre gars fait toujours semblant d'être à l'agonie, mais en vérité, il admet que la sensation était incroyable. Malgré tout, il sait qu'elle va le tuer si ça continue. Il doit s'échapper, vite. Mais bon sang, il est enfermé avec des menottes en acier boulonnées directement dans le mur. Et ce limitique? Elle lui demande juste ce qu'il pense faire. Il dit que ses poignets lui faisaient mal et qu'il voulait juste les étirer un peu. Elle dit qu'il est trop tard pour ça maintenant. Elle ne peut rien faire. Elle dit qu'il va lui manquer comme un fou, mais malheureusement, elle a des choses à régler dans le manoir. Sinon, les gens pourraient commencer à se douter de quelque chose. Et en plus de ça, elle se demande s'il ne vaudrait pas mieux tuer tout le monde dans la maison puisqu'il lui appartient maintenant. Ça le sort de sa torpeur. Il panique et la supplie de ne rien faire de tel. Avant qu'elle ait fini de s'habiller, elle lui demande s'il y a une femme de chambre ici qui pourrait lui plaire. Espérons que ce ne soit pas Noël. Il lui dit qu'elle a perdu la tête. Il ne se passe rien avec personne d'autre. Elle rit et lui dit de se calmer. Elle plaisante juste. Tant qu'il se comporte bien, elle promet de ne blesser personne dans la maison, sauf si elle y est absolument obligée. Il la supplie de le laisser partir. Il n'y a aucune chance qu'elle ait sérieusement l'intention de le garder enfermé ici pour toujours. Soudain, les menottes magiques s'ouvrent d'un claquement de doigts. Elle lui dit juste de ne pas essayer de faire quelque chose de stupide. Le cœur de cette pièce est un espace scellé, renforcé avec de l'acier provenant d'une tour dont personne n'a jamais entendu parler. Traduction? Il est pratiquement impossible de sortir. Il demande si personne ne trouvera ça suspect, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle a dit à tout le monde qu'après avoir entendu le discours de son père sur le fait de devenir fort, Mu avait décidé de retourner à l'académie. Donc personne ne remettra en question sa disparition pendant un certain temps, et elle l'assure. Il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Elle lui apportera 3 repas par jour comme elle l'a toujours fait. Évidemment, tu devrais lui faire confiance. Elle fait ça depuis des années. Et puis, bam! Elle lui assène un coup propre. Les gars avaient soit mal. Honnêtement, ça a dépassé les bornes maintenant. Il est difficile de dire si quelqu'un accepterait volontairement ce niveau de folie. Elle lui fait signe au revoir, il l'appelle. Mais la porte claque.
Il n'aurait jamais pu deviner que parmi toutes les personnes mentionnées dans la prophétie, ce serait elle. À chaque fois qu'il critique la situation, la chose suivante qu'il dit est toujours à quel point c'était bon. Ça, il ne peut pas le nier. Le problème, c'est qu'il sait que si ça continue, il ne va pas survivre. Même si elle mentionne une sorte de scellant magique, il décide d'essayer la porte. Il saisit la poignée et tire de toutes ses forces, mais tombe immédiatement au sol, en proie à l'agonie. Toute la pièce est faite d'acier pur, magiquement amélioré. Il n'y a pas d'issue. Finalement, le livre apparaît sans le gifler cette fois. Lune Campbell lui dit directement qu'il n'a aucune chance. Cette femme a autant de pouvoir et de potentiel que Paimon elle-même. Même s'il commençait à s'entraîner maintenant, il n'y a aucune chance qu'il devienne assez fort avant de mourir. Mais le livre reste ouvert. Et il comprend. D'accord, il n'a rien de mieux à faire. Autant s'entraîner au lieu de se morfondre. Mais attendez une seconde. En ouvrant le livre, il se rend compte que celui qu'il a lu la nuit dernière avait l'équation pour cette situation exacte. Au chapitre suivant, il a déjà fait 199 à 200 pompes. Au moins, son corps tient toujours le coup après la vraie puissance. D'abord, c'était Paimon. Maintenant, c'est Anne. Qu'est-ce qui se passe avec ce type? Il n'est pas en colère à cause de la douleur. Ce qui le dérange vraiment, c'est qu'il ne peut rien faire. C'est toujours lui qui est maîtrisé. Mais la prochaine fois, il jure que c'est lui qui la fera tomber. Cette pensée a à peine fini de se former qu'elle apparaît, souriante et disant que la journée de travail est terminée. Alors Lune Campbell, la parole est facile, maintenant, agis. Et Keter, elle dit déjà qu'elle se sent comme une femme rentrant à la maison après une longue journée. Trop mignon, elle dit comme si tout était parfaitement normal. Elle lui a apporté le dîner et a même préparé un bain à la température parfaite. Bon sang. Comment suis-je censé décrire ça? Elle lui a demandé s'il voulait manger, prendre un bain, ou, enfin, vous voyez. Et ce petit menteur, après tout ce qu'il a dit, il se dirige déjà directement vers le bain, s'y enfonçant comme s'il essayait de se détendre. Mais en juger par l'expression de son visage, la détente est la dernière chose qu'il fait. Il marmonne qu'il n'est pas un enfant et qu'il n'a pas besoin d'aide pour ce genre de choses. Que quelqu'un libère ce pauvre garçon avant que je ne sois banni pour avoir lu ça. Elle dit que maintenant que son corps lui appartient, elle doit en prendre soin. Elle teste même son audition pendant qu'il crie mentalement qu'il ne peut absolument pas perdre face à cette yandeur. L'heure du dîner arrive et il la remercie, dit que la nourriture est délicieuse, prend l'assiette et commence à manger. Il demande quel genre de viande c'est et elle répond avec désinvolture que c'est de la viande d'un rare taureau géant à 3 cornes. Elle l'a fait spécialement pour lui car il est connu pour améliorer la force physique. Il lui dit de ne plus jamais lui servir ça, mais elle se contente de sourire et dit qu'il en a déjà mangé des dizaines de fois. Elle le lui a donné en secret. Il se lève, c'est fini. Il dit qu'il en a marre de ça. Il est enfermé, n'a même pas le droit de voir la lumière du soleil. Et maintenant elle lui donne toutes ces choses bizarres à manger. Si elle ne le laisse pas sortir maintenant, il retombe, inconscient. Pauvre gars. Que peut-il faire? Une fois de plus, la nourriture était maudite. Elle lui murmure même de profiter car la nuit va être longue. Quand il rouvre les yeux, il est clair que le gars a été démoli. Il s'excuse pour la nuit précédente en disant qu'elle avait peur qu'il ne survive pas, alors elle a été douce avec lui cette fois. Ouais, ce monstre de Ganavet. Il s'est encore fait écraser. Elle essaie de lui parler, mais il l'ignore complètement. Alors elle dit que puisqu'il a été sage pendant 2 jours d'affilée, elle va lui accorder une requête. Il demande immédiatement la liberté. Elle dit que c'est impossible. Il demande de nouveaux vêtements. Elle dit que c'est également impossible. Il la regarde genre, c'est quoi ce genre de vœu si je ne peux rien demander? Elle explique que le vœu de plus haut niveau qu'elle peut faire en ce moment, c'est quelque chose comme choisir quand il veut manger demain. Et écoute, sur le site où je lis ça, il y a des gens dans les commentaires qui disent que le protagoniste souffre trop, et ils sont prêts à échanger leur place avec lui juste pour soulager un peu le pauvre gars. Alors il soupire et admet, ouais, choisir ce qu'on mange, c'est mieux que rien. Il repense à cette période de l'année. Il avait l'habitude d'apprécier un vin de saison spécifique et un poisson spécial. Elle commente que le poisson dont il parle vient du lac Bipur, qui est très loin. Il en rajoute en disant qu'il était un esprit libre. Maintenant, il ne peut même pas décider quoi manger, coincé dans un confinement comme ça. S'il ne peut même pas avoir un petit poisson du lac Bipur, alors quel est l'intérêt de la vie? Elle l'appelle par son nom, mais ensuite dit d'accord, elle va le chercher pour lui. Immédiatement, il lui saisit le bras et la remercie, tout reconnaissant. Et ce type envoie des cœurs maintenant. Il dit qu'il souffre, mais est-ce vraiment le cas? Il lui souhaite une bonne journée au travail et lui dit qu'il l'attendra à la maison. Elle court-circuite sur place, complètement décontenancée,
puis soudainement entre en courant, l'embrasse, et il reste juste là, stupéfait. Je ne sais même plus, à ce stade, est-ce qu'il joue aux échecs en 4D, essayer de déstabiliser le méchant. Alors qu'elle part, elle mentionne que le voyage jusqu'au lac Bipur prendra jusqu'à demain après-midi, alors il ferait mieux de se reposer. Et une fois qu'elle est dehors, elle se retient visiblement, marmonnant qu'elle a failli ne pas pouvoir se contrôler. Le jeune maître est vraiment la chose la plus mignonne au monde, et elle a hâte de lui apporter ce poisson juste pour continuer à le gâter davantage. Pendant qu'il se dit que juste peut être, il aura enfin un moment de paix et une nuit complète de repos, il se dit que c'est le moment de sortir son trésor préféré, le livre. Il faut grinder un peu plus dans ces espaces d'entraînement simulés. On dirait qu'il demande à entrer dans une simulation appelée l'espace aux 1000 serrures basée sur l'un des livres qu'il a lus pour améliorer sa capacité à briser les sceaux magiques. Pendant ce temps, quelque part sous la pluie et les tempêtes qui se préparent, quelqu'un avertit une certaine fille que le lac Bipur est extrêmement dangereux en ce moment. Elle devrait reculer. Alors que la personne tend la main pour la saisir, elle active un pouvoir et le poignarde à la main, disant que personne d'autre que le jeune maître n'est autorisé à la toucher. S'il essaye de l'arrêter à nouveau, elle le donnera à manger au poisson. Le vieil homme grommelle juste que si la folle veut mourir, il ne l'en empêchera pas. Mais elle devrait savoir. Le maître du lac Bipur est réveillé. La guilde surveille et ils ont confirmé. C'est une créature monoclasse. Anne énumère ses mains et dit « Ah, ça explique ce temps bizarre. » Le batelier marmonne qu'elle ferait mieux de partir avec 300 pièces. Il doit s'occuper de sa main blessée maintenant. Mais plus que ça, elle ne devrait pas s'en prendre à la guilde des aventuriers. Ils ne la laisseront pas s'en tirer indemne. Elle a juste un seau plein de pièces qui traînent dans la glace. Il lui demande à nouveau, est-ce qu'elle veut vraiment y aller? Elle doit comprendre à quel point c'est dangereux. Elle ne comprend pas ce que signifie se faire des ennemis de la principale guilde des aventuriers. Mais elle dit catégoriquement qu'elle s'en fiche. Il ne signifie rien pour elle. Elle fait ça par amour. Puis on coupe sur un groupe d'aventuriers rassemblés près du lac. Une fille tenant un bâton dit qu'elle ne peut laisser rien arriver à Rod. Après cette mission, elle va enfin se confesser. Quelqu'un la rabroue, dit à Erika de se concentrer et d'arrêter de rêvasser. C'est elle la soigneuse, elle doit lancer son sort maintenant, sinon ils ne tiendront pas beaucoup plus longtemps. Elle commence à canaliser la magie et un autre aventurier crie que la créature arrive. Après avoir encaissé tant d'attaques spéciales, la chose est enfin sur le point de se révéler. C'est alors qu'un requin géant jaillit du lac. Évidemment, c'est le maître du lac. Il charge une énorme bombe d'eau. Quelqu'un crie le nom de Rod et lance une bénédiction de la terre pour ériger une barrière. Il crie au mage de lancer son sort, et elle commence à conjurer à travers son bâton. Il s'avère qu'elle est soigneuse et mage. Quelle polyvalence! Mais juste avant que son sort n'atteigne sa cible, une autre explosion retentit. Elle dit à Rod de charger. Il saisit l'opportunité, se précipite sur la créature et lui assène un coup direct à la tête. Le lac entier explose avec le coup. Il est épuisé, mais parvient quand même à se retourner et à lever le pouce en disant que c'est fini. Waouh, ce type a une mage surpuissante et une soigneuse dévouée. C'est une équipe parfaitement équilibrée. La mage est là, à se recoiffer, tout sourire et gratitude, tandis que la pauvre Erika, la soigneuse, est juste assise là, ayant l'impression de n'avoir rien apporté. Rod et l'autre fille, Tia, se complimentent mutuellement, disant que c'est génial d'être aventurier, côte à côte. Pendant ce temps, Erika se ronge de l'intérieur. Elle a fait une promesse quand ils étaient enfants, que Rod et elle seraient toujours un duo. Elle travaille dur depuis des années, mais on dirait qu'il ne la voit plus. Elle a été la première à ses côtés, et maintenant elle est juste reléguée au soutien alors qu'il craque clairement pour quelqu'un d'autre. Tia est toujours en train de le soigner quand Rod appelle soudainement Erika, lui disant de se ressaisir et d'aider à disséquer le monstre du lac. Mais alors, quelque chose cloche. Ils entendent un son étrange. La surface de l'eau redevient trouble, puis, boum, l'eau jaillit vers le ciel. Tout le monde se baisse immédiatement. Une autre bête du lac se lève. Celle-ci est différente. Celle-ci est la vraie de vraie. Tia commence rapidement à lancer un sort de 3e niveau, celui-ci énorme, mais ça ne fait rien. La magie frappe le cou de la créature, et rien. La bête contre-attaque avec une attaque de tempête de son corne, des éclairs déchirent le ciel. Erika saisit Rod et le tire hors du chemin, lui criant de faire attention. Mais il lui dit de bouger. Ce monstre est bien au-delà de ce qu'ils sont capables de gérer. Elle demande ce qu'il va faire, et il dit, annuler pour protéger Tia. Je l'ai fait venir dans cette équipe. C'est ma responsabilité. Même si cela signifiait mourir, il était prêt à mourir à ses côtés.
Pourtant, Erika aurait vraiment préféré ne... Bien sûr, c'est Anne, curieuse d'être témoin de la puissance d'une bête de niveau monarque. Si les dragons avaient ce genre de force, elle pensait qu'elle pourrait enfin obtenir cette partie spécifique pour nourrir le jeune maître. Mais pourquoi essaie-t-elle toujours de le nourrir avec de la viande de monstre? De toute façon, une fois de plus, le boss prépare une autre frappe de foudre. Rod le sait. C'est la fin pour eux. Mais juste à ce moment-là, Anne lance un sort de liaison. Un éclair s'abat du ciel et frappe la créature. Quand Rod regarde à nouveau, la bête retombe dans le lac. Même l'attaque qu'elle était sur le point de lancer avait été complètement annulée. Quelqu'un prend des nouvelles d'Erika, lui demandant si elle va bien. C'est Anne. Elle dit à Erika de ne pas s'en mêler. C'est elle qui va s'occuper de ce monstre. Et sur ce, elle active une autre restriction et Erika réalise. Cette femme manipule du métal liquide. La créature commence à se faire percer de toutes parts. Et Anne, calme comme toujours, forge une épée à partir de rien en flottant vers la bête comme si elle marchait sur l'air, disant que le monstre paierait pour avoir effrayé les poissons. Elle est venue jusqu'ici pour pêcher pour le jeune maître. Le prix à payer pour avoir gâché ses plans était la mort. Un coup net. La créature est coupée en deux et coule à nouveau dans les profondeurs. Rod observe, muet, depuis le côté. Il n'arrive pas à croire qu'une bête monoclasse ait été éliminée comme ça. Ouais, notre cher protagoniste a beaucoup de travail devant lui s'il veut un jour se libérer de ça. Erika accourt, vérifiant l'état de Rod. Il dit qu'il va bien, mais Tay ne se sent pas très bien. Il a quelques potions de guérison, mais ce ne sera pas suffisant. C'est alors qu'il demande à Erika d'aller parler à cette femme. Il veut qu'elle découvre si elle est une aventurière et si elle serait intéressée à rejoindre leur groupe. Parce que quiconque peut tuer une bête monarque comme ça, eh bien, ce serait un sacré atout. Anne est occupée au bord du lac, à ramasser les poissons restants. Le seul problème? Elle a oublié de demander au jeune maître lesquels il aime vraiment. Juste à ce moment-là, Erika s'approche et lui dit que les deux qu'elle tient ne sont pas comestibles. L'un sent mauvais une fois cuit et l'autre est très toxique. Elle devrait prendre les deux autres près du devant. Ce sont les fameux poissons comestibles du lac Bayport. Anne, curieuse, lui demande comment elle le sait. Erika explique qu'elle habitait autrefois à proximité. Beaucoup de nobles aiment ces poissons, alors elle les pêche et les vend. En 15 minutes à peine à observer Anne préparer le poisson, elle savait déjà comment le manipuler et le rendre parfait. C'est alors qu'Erika demande « Êtes-vous venu d'aussi loin pour chercher ce poisson pour quelqu'un que vous aimez ?» Anne répond simplement avec calme. Oui, la personne qu'elle aime voulait du poisson, alors elle est venue. Erika répond qu'avoir quelqu'un qu'on aime autant et recevoir cet amour d'eux. Vous, ils doivent être vraiment chanceux. Anne réfléchit à la façon dont son amour est reçu, ce qui implique pour l'instant le gars inconscient dans une pièce sombre, et dit « Oui, il est très chanceux. Je suis sûr que vous comprenez la profondeur de mon amour. » Elle se tourne pour partir, mais Erika l'appelle, lui demandant d'attendre. Elle dit que c'est à propos de l'amour. Elle a un problème et elle veut la vie d'une femme mûre comme elle. Anne pose le poisson et répond que l'amour est le genre de problème où la solution n'est pas toujours claire. Mais comme Erika l'a aidé à résoudre le problème du poisson, elle va essayer de lui rendre l'appareil avec quelques conseils. Erika commence avec la phrase classique. Alors, mon amie, elle aime quelqu'un depuis très longtemps. Mais elle ne sait pas si cette personne ressent la même chose. Son amie est un peu timide, un peu naïve, et maintenant il y a une autre femme dans le tableau. Et depuis, il traite mieux cette nouvelle fille, alors maintenant elle pense à abandonner. Anne écoute attentivement puis demande combien cette amie aime ce type. Erika répond immédiatement, « Ce n'est pas moi, c'est mon ami. » Mais Anne coupe court à la comédie. « Assez avec ça. Dis-le simplement. » Erika finit par l'admettre. Oui, c'est elle. Elle l'aime depuis qu'ils sont enfants, depuis plus de 10 ans. Anne la regarde droit dans les yeux et demande, « Seriez-vous prête à donner votre vie pour lui ?» Et Erika répond, « Pas seulement ma vie. Je ferai n'importe quoi pour lui, même si le monde entier se dressait contre moi. » Oh là là, ça commence. Encore une complètement hors de contrôle. Anne hoche simplement la tête et dit, « Eh bien, on dirait que vous avez déjà votre réponse alors. » Si son amour est vraiment aussi profond, il ne reste plus rien à demander. Elle doit suivre la vraie voie de son cœur et donner tout ce qu'elle a à celui qu'elle aime. Et plus important encore, elle devrait vraiment bien réfléchir avant de prendre une décision qu'elle pourrait regretter, plus tard. Anne s'éloigne, Erika est laissée là, plongée dans ses pensées, repassant tout ce discours de Suivez, votre cœur. Mais soudain, une étrange flamme s'allume. Pas autour d'elle, mais à l'intérieur d'elle. Une voix murmure, lui demandant si elle va vraiment tout abandonner. Va-t-elle vraiment se rendre? La voix lui dit de laisser tomber la moralité, les lois, et même sa propre vie, de tout sacrifier, pour lui, et de ne laisser personne d'autre le lui enlever.
Mon Dieu, ce monde est une bombe à retardement. Je me souviens des trucs dans l'histoire de Jean Gao où les filles étaient sur Inge. Mais ça, c'est un tout autre niveau de folie. Maintenant, elle tremble, marmonnant qu'elle va craquer si quelqu'un d'autre finit avec Rod. La voix répond. Enfin, tu comprends. Tu dois embrasser tes désirs les plus profonds et le revendiquer. Mais il y a un piège. Rod est fort. Donc, si elle veut s'assurer qu'il lui appartient vraiment, elle devra lui casser les bras, lui mettre un collier et le réduire à rien de plus qu'un animal de compagnie. Oui, les démons dans ce monde, c'est autre chose. Pendant ce temps, Rod est assis près de Tia, disant pratiquement une prière au-dessus d'elle. Il se tourne vers Erika et lui demande si elle va bien et ce qui s'est passé avec cette autre femme. Elle dit qu'elle va bien. La dame n'a rien fait. Elle a juste pris un peu de temps parce qu'elle était à court de mana. Le seul problème est qu'elle est une servante d'une famille noble, donc elle ne pourra pas rejoindre leur groupe. Rod dit que c'est bon. Que peux-tu faire? Il voulait juste la remercier en personne. Tia est d'accord. Sans cette femme, ils seraient tous morts. Mais Tia ajoute ensuite qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. Une marque bizarre sur la poitrine d'Erika. Erika la couvre rapidement et la minimise, disant que ce n'est rien, probablement juste à cause de l'impact plutôt ou d'une sorte de contre-coup magique. Elle le fera vérifier plus tard. Rod prend Tia dans ses bras et dit qu'elle a raison. Ils doivent trouver un endroit pour se reposer. Les deux sont tout doux et flirtent pendant qu'Erika observe simplement de loin. Les yeux sombres, quelque chose ne va définitivement pas. Le lendemain matin, notre pauvre garçon se réveille en piteux état, probablement entraîné toute la nuit parce que bien sûr, elle est déjà de retour, disant qu'elle est enfin revenue. J'en suis convaincu maintenant. Il fait le coup classique de la poitrine en 3D. Il joue la comédie en disant qu'il lui a tellement manqué et qu'il était sûr que s'il ne la revoyait pas, il allait mourir. Elle lui caresse doucement le visage, disant qu'il a l'air enfin prêt à lui donner son corps et son âme. Elle s'excuse. C'est juste que le lac Bipor était vraiment loin et qu'il a fallu plus de temps que prévu pour rapporter le poisson le plus frais. Mais le voici. Juste ce qu'il a demandé. Et waouh, elle s'est vraiment surpassée. 5 coupes nettes sur le poisson, 3 herbes jetées directement dans le four. La présentation est ridicule. Il est excité, disant que ça sent incroyable et il tend déjà la main pour le goûter. Elle fait le bruit de l'avion, le lui donne à manger et il la remercie. Lui dit qu'elle devrait le goûter aussi. Mais elle secoue la tête et dit pas cette fois. Elle a fait celui-ci spécialement pour lui. Elle lui dit de faire attention quand même, les poissons ont beaucoup d'arêtes. Il ricane, dit qu'il n'est pas un enfant. Mais au moment où il prend une bouchée, quelque chose se coince dans sa gorge. Immédiatement, elle se penche et dit qu'elle va s'en occuper. Il panique, comment? Et elle, complètement impassible, dit qu'elle va presser ses lèvres contre les siennes, utiliser sa capacité pulmonaire pour le retirer et cela dégagera ses voies respiratoires. Il lui dit qu'elle est absolument folle. Ça n'a même pas de sens. Mais la vie est cruelle et notre garçon subit un sort tragique. Chapitre suivant. Ouais, on plonge directement dans le chaos. Elle dit joyeusement que le problème est résolu. Elle a retiré l'arête. Il marmonne un merci fatigué et se remet à manger, ne serait-ce que pour qu'elle arrête de parler. Un peu plus tard, il finit son assiette et admet que c'était vraiment un excellent poisson. Je te donne 25 centimes si tu devines ce qu'elle veut faire ensuite. Mais il refuse et lui dit pas maintenant, il a besoin d'une pause. C'est là qu'elle sort ses cartes psychologiques et demande. Alors, tu en as déjà marre, de moi? Mais notre garçon est malin. Il dit que, selon les experts, il n'est pas bon de faire de l'exercice juste après avoir mangé. Ça pourrait être mauvais pour le corps. Et si un enfant était conçu dans cet état, il pourrait ne pas naître en bonne santé. Et la grossesse pourrait être compliquée. Anne interprète bien sûr tout cela comme une profonde inquiétude de sa part et elle devient émotive. Elle dit, très bien alors, tu as raison. Je reviendrai ce soir pour continuer notre petit travail. Avant de partir, cependant, elle mentionne nonchalamment qu'elle est passée par la célèbre ville de Savit, connue pour ses tenues sur mesure. Il demande ce que ça a à voir avec quoi que ce soit. Et elle dit qu'elle a acheté, eh bien, une tenue de combat, quelque chose de féroce et plein d'armure. Rien qu'à voir son visage, on sait déjà ce qu'il pense. Il dit immédiatement qu'il n'aime pas ce genre de choses. C'est un homme intègre. Et elle se contente de sourire et de dire, « Je suis là depuis longtemps. J'ai vu tous les magazines que tu as. » La raison pour laquelle elle porte toujours ses bas noirs, c'était pour lui. Et le pauvre est stupéfait. Il a toujours pensé que c'était juste un choix de mode personnel. Mais il doit admettre que, oui, elle a visé juste. Il les aimait bien. Elle rit, l'appelle écorable, puis lui fait signe au revoir et lui dit de faire une sieste. Et voilà, elle est partie et il est toujours coincé dans cette pièce.
Sérieux, j'espère vraiment que notre protagoniste va bientôt s'échapper. Bien sûr, la situation n'a pas l'air si mauvaise de l'extérieur, mais quand même. Tu vas juste rester enfermé dans une pièce pour toujours. Attends, oublie ça. Je me suis emballé. Il est déjà debout et active sa compétence pour essayer d'ouvrir la porte. Et ce gamin, un génie. Il s'avère qu'il a demandé cette arête de poisson exprès. Il l'utilise comme un crochet de fortune. Mais au moment où il commence à travailler dessus, il déclenche un piège. 12 coupures à travers le mécanisme. Il recule instantanément, jurant à voix basse, disant qu'elle doit se moquer de lui. Il est impossible d'ouvrir manuellement quelque chose d'aussi dingue. D'après la théorie d'un de ses livres, il doit soulever chaque goupille de verrouillage à la hauteur exacte, sans casser l'arête de poisson pour déclencher le déverrouillage. Pour attraper, il n'a réussi à cacher que 4 arêtes de poisson. Et cette chose nécessite 12 tentatives parfaites. Ça va être l'enfer. Pire encore, si l'arête se casse à l'intérieur de la serrure et qu'elle en trouve un morceau, elle le saura immédiatement. Il retente le coup et, oui, ça casse. Ce n'est même pas la première qu'il casse. Il en a déjà cassé 3. Ça fait 1h30. Elle reviendra avec sa nourriture d'une minute à l'autre. Il appelle le livre, essayant de caser une étude de dernière minute. À ce stade, c'est trop complexe pour forcer le passage. Au moins, il a cartographié la hauteur exacte des goupilles pour les 10 premières. Il ne reste que les 2 dernières. Il n'a plus rien à perdre maintenant. C'est tout ou rien. Pendant ce temps, dans la cuisine, les 2 femmes de chambre traînent. Erika goûte un morceau du poisson préparé et admet, c'est vraiment délicieux. Les créatures du lac Bipor ne sont pas une blague. Anne la remercie pour son aide en disant que grâce à Erika, elle a fini de cuisiner 1 heure plus tôt que d'habitude. Erika veut cependant savoir pourquoi elle apprend soudainement de nouvelles recettes. Après tout, le jeune maître est parti à l'académie. La madame est enceinte et séjourne dans l'autre propriété pour se concentrer sur sa grossesse. Mais à chaque fois, Anne prépare une portion supplémentaire de nourriture. C'est bizarre. La main d'Anne se dirige subtilement vers son couteau, le mana commençant à s'accumuler. Mais Erika lâche rapidement. « Oh, je comprends. Tu caches un animal de compagnie secret ici, n'est-ce pas? Probablement un mignon petit chat. » Elle explique que les anciens chefs de la maison n'ont jamais autorisé les animaux de compagnie à cause de la fourrure et du bazar. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, il est logique qu'elle ait essayé d'en faire entrer un en douce. Anne expire et dit « Tu m'as démasqué. Garde ça secret. » D'accord. Erika dit que ce n'est pas un problème, mais elle veut vraiment voir le petit un jour. Anne sourit et dit peut-être un jour, mais pas tout de suite. Elle est encore très timide et facilement effrayée alors qu'elle s'éloigne et pense à quel point elle est contente de ne pas avoir eu à recourir au pire des cas, tuer Erika et gérer les conséquences. Cette conversation, cependant, lui fait réaliser autre chose. Garder le jeune maître enfermé dans cette pièce pourrait commencer à le peser. Il pourrait s'ennuyer ou pire, en avoir marre. De plus, elle ne sent toujours rien bouger dans son ventre, ce qui signifie que la grossesse n'a pas encore commencé. Au minimum, il y aurait encore 10 mois avant que cela ne devienne une réalité. Peut-être qu'elle devrait vraiment manger un animal de compagnie pour aider le jeune maître à se détendre un peu. Un chat ne serait pas un mauvais choix. Ou mieux encore, elle va juste lui demander directement ce qu'il veut. Mais alors, toute son expression change. Le plateau glisse de ses mains, la nourriture s'écrase sur le sol. Quand elle arrive à la pièce, la porte est grande ouverte. Notre garçon. Il est sorti. Il s'est enfin échappé. Allons-y. Il se cache dans une aile délabrée du manoir. Meubles saccagés, tout est sombre et poussiéreux. Il trébuche et tombe maladroitement, heurtant le sol violemment. Tout est sale, l'éclairage est terrible, mais peu importe. Grâce au souvenir de son corps, il sait exactement où il est. Et s'il y a un tour de magie que ce type inutile connaît, c'est cette petite sphère de lumière. Il est temps. Il doit sortir avant qu'elle ne le trouve. Au moment où il pense ça, clang, un couteau s'écrase dans le mur à côté de sa tête. Il halète, disant que c'est impossible. Il a couru beaucoup trop loin pour être attrapé déjà. Mais alors il l'entend. Cette voix, de l'ombre, calme et terrifiante, elle dit « J'ai enfin trouvé le like sur cette vidéo qui aide Memoro à créer du contenu plus juteux pour ses spectateurs, activez la petite cloche coquine et je suis parti.